Bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Élise Palomares. Je suis professeure de sociologie à l'Université de Rouen-Normandie. Et il me revient le plaisir et l'honneur de présider ce jury de thèse de Christina Algara qui nous présente un travail intitulé « Recettes urbaines pour être labellisée capitale européenne de la culture, de la ville souhaitée au territoire réinventé ». Donc je vais vous expliquer un petit peu la manière dont ce jury va se dérouler. On va d'abord vous entendre pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, on entendra vos deux co-directeurs de thèse. Dans un premier temps, Bruno Prott, puis qui est professeur des universités ici à l'école d'architecture qui nous accueille, et Dominique Dehaye, qui a co-dirigé ce travail, également professeur à l'école d'architecture ici, et directeur. Ensuite, nous entendrons, si vous le voulez bien, les deux rapporteurs. D'abord Cristiana Mazzoni, qui est professeure des universités à l'école d'architecture Paris-Belleville, qui est en ligne, et donc on ne la voit pas, mais elle est parmi nous. Bonjour, je suis là. Voilà, on l'entend, on vous entend très bien. Donc, ensuite, Laurent Desvim, qui est ici, et qui est professeur des universités à Nantes Université. Et donc, à chaque fois, à l'issue des commentaires et des retours sur votre travail que les deux rapporteurs et rapportrices vont vous faire, vous aurez la possibilité de commencer à engager une discussion avec eux de quelques minutes, puisqu'il me revient aussi le rôle d'être gardienne du temps pour ce jury qui se termine à peu près à 17h30, 18h. Donc voilà, je vais souvent vous faire des grands signes les uns les unes les autres pour vous dire voilà, il faut peut-être songer à raccourcir. Ensuite, nous ferons une pause. Et puis, on entendra la relecture donc, de Marc Dumont, qui est professeur à l'Université de Lille, qui est aussi en ligne, et voilà, qu'on ne voit pas, mais qu'en principe on entend. On va vérifier qu'il est avec nous. Bonjour. Oui. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Puis, ça sera au tour de Françoise Lucchini, qui en est ravie. Vous êtes maîtresse de conférence HDR à l'Université de Rouen, voilà, tout comme moi. Et on terminera par Elsa Vivant, qui est professeure des universités à l'Université Gustave Eiffel. Donc, je clôturerai la marche en tant que présidente de jury. À chaque intervention, vous aurez toujours le loisir de répondre à nos questions, de rebondir, et éventuellement, si idéalement on pouvait conserver un temps d'échange un petit peu plus souple vers la fin, je trouve que c'est toujours intéressant que chacun puisse réagir à ce qui a pu être dit. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole et nous vous écoutons pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres des jurys, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente aujourd'hui ma thèse intitulée « Recettes urbaines pour être labellisée capitale européenne de la culture, de la ville souhaitée au territoire réinventé ». Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté de participer à ces jurys, et j'en profite aussi pour remercier mon directeur et mon co-encadrant et toutes les personnes qui m'ont épaulé pendant la réalisation de cette recherche. Merci également à mes financeurs, la métropole de Rouen et la région Normandie. Le manuscrit que vous avez entre les mains est le fruit de 3 ans et 9 mois de travail. Même si officiellement il s'est déroulé entre décembre 2020 et septembre 2024, mon intérêt pour les sujets a toutefois commencé bien avant. J'ai toujours été fascinée par les transformations urbaines et comment elles reflètent et interagissent avec les dynamiques politiques et sociales. Concrètement, je m'intéresse aux mutations urbaines initiées ou concrétisées à travers l'organisation des grands événements. Les Jeux olympiques barcelonais ont achevé les métamorphoses des bidonvilles initiées dans les années 1950. Plus de 2400 baraques installées sur la plage ont été progressivement démolies pour laisser la place à la promenade maritime et au port olympique. Pendant mon enfance,
Les JO monopolisaient les médias avec des images majestueuses, festives et spectaculaires de la ville catalane en les positionnant dans les cartes touristiques internationales. Barcelone 1992 couronnait une série de méga-événements commencés avec les expositions universelles et internationales. Le projet de régénération urbaine effaçait ainsi les images d'habitats précaires et recréait de nouvelles images en entamant par la suite une explosion touristique. Le développement de Barcelone a constitué une référence marquant les années de ma formation à l'école d'architecture de l'Université Polytechnique de Madrid. Cette thèse est ainsi l'aboutissement logique d'une curiosité qui s'est transformée progressivement en une quête approfondie de compréhension du phénomène des transformations urbaines à partir des méga-événements et projets culturels. En 2028, Bourges deviendra la 5e ville française labellisée capitale européenne de la culture. Après Paris 1989, Avignon 2000, Lille 2004 et Marseille-Provence 2013. Cette thèse déconstruit l'élaboration des candidatures des villes françaises pour emporter ce label au sein d'une compétition nationale où 9 villes ont déposé un dossier. Amiens, Bastia, Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nice, Reims, Rouen et Saint-Denis ont participé à la compétition qui s'est achevée en décembre 2023. Ce label qui désigne chaque année jusqu'à 3 villes européennes est singulier. Si les autres labels couronnent une réalité en certifiant l'authenticité et l'unicité de certains éléments, le label Capitale européenne de la culture sélectionne un projet sur papier, un récit. Tout va bien. Et par récit, j'entends le cadre discursif tenu par les acteurs et capable de construire une réalité. En combinant opération culturelle et développement économique, il peut porter les lignes directrices d'une production urbaine à partir d'une image prospective. Par le biais de ce travail, j'ai répondu à la question suivante. Dans un contexte de compétition, en quoi la préparation d'un projet culturel d'envergure internationale permet de réfléchir aux conditions contemporaines de la fabrication des villes et ses espaces, qu'ils soient matériellement ou socialement conçus. À l'image du processus de conception d'un projet architectural, cette thèse se déploie en partant d'une exploration à la plus grande échelle, celle du contexte européen, pour descendre progressivement jusqu'à l'échelle la plus petite, celle des bâtiments et l'espace public accueillant l'événement capital. Un mouvement d'aller-retour entre l'échelle locale et les échelles supérieures permet d'émettre des observations générales à partir des cas concrets. Je formule l'hypothèse centrale selon laquelle ces candidatures ont comme objectif la construction d'un récit territorial prospectif. Empruntant à l'art et la culture leur force symbolique, ces discours combinent des opérations culturelles et des développements économiques et urbains. Je défends l'idée que l'objectif de ces récits est de construire un socle d'appui pour l'action publique afin de légitimer des décisions prises ou anticiper les réponses futures. Or, il s'adresse à des publics hétérogènes aux attentes divergentes. J'avance l'argument que la période de construction des candidatures représente un moment disruptif au sein de l'action publique, permettant aux villes de se positionner face au paradigme urbain. En définitive, si certains travaux entendent le label comme un vecteur de transformation, mon travail montre la capacité de la candidature comme catalyseur d'analyse urbaine. J'ai appréhendé le sujet dans sa réalité globale en adaptant la méthodologie des différentes disciplines. J'ai principalement utilisé des outils qualitatifs empruntant à la quête des terrains ethnographiques ou socio-anthropologiques 3 formes de production des données: l'observation participante, l'entretien et la collecte des sources écrites et graphiques, combinées à des outils d'analyse des projets propres à l'architecte urbaniste concepteur. L'étude des plans, des cartes, des documents techniques et même la visite des chantiers. L'objectif de cette démarche est de synthétiser et relier les savoirs pour les replacer dans un cadre systémique plus large qui englobe l'aménagement urbain et la fabrique de la ville.
La période d'observation se concentre entre les premières annonces officielles en novembre 2015 et la date de destination en décembre 2023. L'une des principales difficultés rencontrées découle de l'analyse réalisée en temps réel. Cette simultanéité entre la construction de l'objet observé et l'analyse elle-même m'a contraint à réadapter les outils dans un mouvement de va-et-vient entre proximité et recul, accès à l'information et reformulation des hypothèses. Même si j'ai abordé l'ensemble de 9 candidatures, mon intérêt s'est surtout porté sur les récits des 4 finalistes. Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen. Mon corpus d'analyse est principalement constitué par une cinquantaine d'entretiens, plus de 200 articles de presse, ainsi que de nombreux documents produits par les candidats et les structures porteuses de candidatures. Analysés comme des argumentaires en faveur de la vision spécifique de la ville de demain, les dossiers de candidature constituent mes principaux matériaux d'étude. Une deuxième difficulté rencontrée est liée à la confidentialité et le secrétisme caractérisant cette compétition. Elle a constitué à la fois un obstacle que j'ai su surmonter et une preuve de la concurrence féroce entre villes. Plusieurs ouvrages de référence autour des notions clés ont étayé mon questionnement. L'analyse des discours se dessine en filigrane tout au long de cette thèse. Les études sur les événements et le tourisme événementiel ont servi à comprendre leur rôle comme ordinateur de l'espace. Les travaux consacrés au label ont éclairé les mécanismes de distinction et leurs effets. La sémiotisation spatiale structure l'analyse de la construction des territoires candidats. Enfin, mes connaissances pratiques dans l'élaboration des projets culturels et d'aménagement urbain m'ont offert le recul nécessaire pour dépasser certaines critiques ou débats stériles. L'originalité de cette thèse par rapport à ces travaux réside dans 5 aspects. 1. L'analyse d'une étape peu étudiée, telle la phase de compétition de ces dispositifs. 2. L'étude comparative. 3. La contextualisation du sujet au sein de l'imbrication des crises. 4. L'approche multiscalaire. 5. L'analyse croisée entre les visions des villes véhiculées et leur ancrage dans les politiques publiques. Premièrement, la littérature existante s'est surtout concentrée sur l'héritage post-événement et les changements observables dans le développement urbain après l'année capitale. Mon approche présente une nouvelle perspective car j'ai étudié la construction et la genèse de chaque proposition au moment même de la compétition entre villes. Deuxièmement, une analyse comparative a permis de mieux comprendre les défis communs et les stratégies divergentes dans la promotion des projets urbains culturels. Je puis par exemple illustrer une progression importante entre le budget par habitant prévu pour Marseille et les candidats au label en 2028, ou mis en exergue une prévision budgétaire particulièrement élevée de la candidature berruyère en regard de la sobriété mise en avant dans son dossier. Ainsi, ce travail n'explique pas seulement une zone d'ombre, mais comble une lacune, car si un certain nombre de recherches s'accordent sur la compétition exacerbée, la construction des candidatures et la manière dont les différentes réponses sont influencées par le contexte concurrentiel n'est pas explorée. À ma connaissance, seulement un article de Mathieu Giroux et Boris Gressillon explore, après la nomination de Marseille, les villes finalistes au titre en 2013, Bordeaux, Marseille, Lyon et Toulouse. Troisièmement, le dernier angle singulier réside dans l'approche multiscalaire combinant des réflexions à l'échelle locale, régionale, nationale et même européenne. Ensuite, le cadre contextuel est innovant car les questionnements se situent au carrefour de 3 crises imbriquées, territoriale, économique et environnementale. La labellisation et concrètement ces labels comme objet de recherche ne sont pas nouveaux, mais ces effets de contexte concèdent à ces sujets un nouvel éclat. Les candidatures sont examinées afin de déceler le positionnement des villes face aux principaux enjeux urbains contemporains émanant de ces contextes.
C'est ainsi que j'ai pu situer mes questions en croisant la vision projetée par les dossiers de candidature avec les visions et les stratégies des politiques publiques afin d'évaluer comment elles se cumulent, servent d'appui ou s'ignorent. Le but étant de déceler en quoi la question conjuguée des impératifs environnementaux et la production des nouveaux sites touristico-culturels par le biais du label engendre des prescriptions en matière d'aménagement et quelle place accorder alors à ces infrastructures dédiées principalement aux touristes. Les principaux résultats se structurent autour de 3 axes majeurs. La perspective territoriale, la ville événementielle au prisme de la ville durable et l'introduction de la notion de ville réussie. J'ai illustré que l'objectif poursuivi, comme l'explique Philippe Tellier, ne saurait se limiter à la célébration de la création et du génie, de la beauté et de la jouissance de l'art et de la culture, et que la candidature est un moyen de travailler plusieurs propos politiques pour légitimer l'action publique et rallier les acteurs et stabiliser un agenda, médiatique pour diffuser l'image de la ville, urbanistique pour concevoir des projets de transformation, économique pour mobiliser des fonds des sources diverses et touristique pour se positionner en tant que destination singulière. Ce travail ajoute un nouvel objectif peu exploré grâce à l'approche territoriale. Le cadre réglementaire oblige à présenter un dossier sous une seule ville porteuse, mais les villes candidates ont toutes élaboré des dossiers en élargissant leurs frontières administratives. Mon étude a servi à éclairer les différentes logiques à partir desquelles construire l'arrangement territorial pouvant porter les ambitions du projet capital. Le récit candidat donne corps et consistance à une découpe territoriale qui vise un positionnement international et la consolidation des différentes limites administratives qui résultent des réformes successives de décentralisation. Cette recherche fait avancer l'étude de la ville événementielle à travers le prisme de la ville durable. La volonté de se singulariser du reste des concurrents permet d'élargir la notion de culture au sein du dispositif, notamment en intégrant les préoccupations environnementales. Les dossiers des 4 finalistes illustrent 2 préoccupations majeures. Les coûts carbone qui présentent la mobilité des publics et l'artificialisation des sols au moment de la construction des infrastructures nécessaires pour accueillir l'événement. Pour aborder la première, j'ai mis en miroir la volonté de l'action publique de décarboner les modes de déplacement et les propositions de l'année capitale partageant cet objectif. L'émergence d'initiatives qui placent les mobilités douces au cœur de projets culturels éclaire d'un nouveau jour ce label et la manière d'étudier les lieux investis par la programmation, longtemps appréhendés de manière statique. J'ai illustré un nouveau paradigme où ces lieux cèdent le protagonisme au parcours, au chemin qui nous conduit d'un point A à un point B. Il ne s'agit plus des équipements isolés qui fonctionneraient comme autant de stations éloignées, mais un réseau de nœuds interdépendants et connectés que les visiteurs investissent au gré de leur visite. L'espace public et la manière de le parcourir se situent ainsi au cœur de son jeu à confronter dans le cadre de la préparation de la ville à l'événement capital. La candidature ONS cite à ces propos. Le parcours et les différents moyens de transport seront eux-mêmes travaillés comme autant d'actes artistiques, autant d'œuvres pour randonner ou des refuges pour se rencontrer. La deuxième préoccupation majeure, celle de l'artificialisation des sols, est mise en évidence au moyen de l'analyse des projets envisagés par les villes candidates. J'ai confirmé l'hypothèse selon laquelle il existe un refus total de l'attitude bâtisseuse du modèle de Marseille 2013 pour adopter une logique de conservation généralisée. Cette transition marque un basculement d'une modernité de la table rase à une postmodernité centrée sur la réhabilitation généralisée. J'ai souligné comment la crise économique incite les communes à argumenter une gestion frugale des ressources, faisant de la transformation des bâtiments une priorité. Toutefois, bien que la restructuration offre l'avantage de réduire la dépense foncière, il reste à démontrer qu'elle est réellement préférable à la construction neuve pour garantir une utilisation optimale des ressources.
Le mantra de la transition écologique qui s'est emparé des politiques culturelles opère un déplacement des regards sur l'investissement en nouvelles infrastructures, dont la réhabilitation et la transformation des bâtiments en déshérence serait sa principale manifestation. La juxtaposition entre la volonté de faire des éléments patrimoniaux des symboles identitaires et l'injonction environnementale aboutit à une patrimonialisation en trompe-l'œil, empruntant ici l'expression de Georges Gay. Mes visites des chantiers, combinées à l'observation des documents dans les archives, ont révélé que derrière ces trompe-l'œil se cache une reconstruction quasi totale. Seuls certains éléments sont conservés, dépouillés de leur fonction architecturale, mais maintenus pour leur rôle symbolique, auquel s'ajoute une couche d'ambition écologique superposée. Enfin, cette thèse développe une réflexion théorique originale en proposant des nouvelles notions ou en revisitant certains paradigmes sous un angle critique. J'ai avancé la notion des villes réussies. Cette notion, chère au discours européen, est porteuse de plusieurs sens. Le premier concerne la phase de compétition. La ville réussie désigne celle qui remporte les titres. Le deuxième fait référence à la capacité du porteur à pérenniser et rentabiliser l'année capitale, ainsi qu'à s'ériger modèle de développement économique et urbain par la culture. Cette notion structure un système de circulation des savoir-faire basé sur un ensemble de documents et d'acteurs sans que ceux-ci questionnent son effet de l'heure. La pérennisation de l'événement sous-entend la dynamique de transmission d'idées et de méthodes. Ces recettes urbaines pour devenir capitale européenne de la culture sont transférées et adaptées localement en suivant plusieurs directions. Top-down de l'institution européenne aux candidats à travers par exemple de l'édition des guides de bonnes pratiques, peer-to-peer, entre villes candidates ou labellisées, puisque toute initiative peut constituer une source d'inspiration, et bottom-up à partir des villes labellisées vers l'institution européenne, car les exemples considérés réussis, tels l'île 2004, sont érigés comme modèles à suivre. J'ai mis en évidence comment les textes scientifiques participent activement au développement de ces systèmes. Complétant les études qui entrevoient des orientations étatiques au moment de la préparation de l'événement, j'ai montré comment dans la phase de compétition, l'institution européenne retrouve des capacités de mobilisation dans un secteur où paradoxalement ses compétences sont limitées. Mon travail apporte une critique aux travaux qui ne voient dans la quête du label que la possible standardisation des réponses comme conséquence du cadre réglementaire défini et du système de circulation des modèles. J'ai avancé que malgré un certain nombre d'objectifs communs, les réponses et traductions socio-spatiales observées témoignent aussi bien des défis communs que des singularités propres à chaque territoire dans une dynamique d'hybridation. Cette vision des villes réussies, construite à partir des candidatures, s'adresse à une pluralité et une hétérogénéité des destinataires, habitants, touristes et investisseurs. La volonté de co-construire avec tous les acteurs locaux, affichée par les porteurs, est étouffée par la priorité donnée à la communication externe et à l'amplification de l'impact médiatique. Ma thèse alerte sur la face sombre de cette construction collective. La transformation opérée du récit fédérateur en vision hégémonique, tout en s'appuyant sur la force symbolique de l'art et de la culture. J'ai montré comment la réussite souhaitée par les villes illustre la transition entre la ville créative, montrant des signes d'essoufflement et d'incapacité à se confronter au contexte des crises à répétition, et l'émergence des nouvelles approches. J'ai toutefois nuancé les positions scientifiques qui décèlent l'avènement d'un nouveau modèle, la ville post-créative ou néo-créative, pour situer ces visions dans un moment charnière entre deux paradigmes, où les repères des villes créatives sont parfois remis en question et des nouveaux principes ont des difficultés à s'affirmer solidement. Ce travail ouvre de multiples perspectives pour des approfondissements futurs. Une première ouverture consiste à approfondir l'étude dans une perspective internationale dans le cadre des candidatures espagnoles au titre en 2031. L'objectif peut consister à réévaluer certains résultats concernant les transferts des savoirs sous une approche, cette fois-ci, européenne.
Ce travail peut aussi se prolonger à partir de l'étude de la ville de Bourges, labellisée en décembre 2023. La rédaction de cette thèse s'est achevée en septembre 2024, au moment où la ville retravaille encore son dossier, approfondit ses propositions et élabore une stratégie pour concrétiser ses projets. À cet égard, il nous a été difficile de finaliser certaines de nos analyses. Il pourrait être nécessaire de réévaluer mes résultats dans les années qui viennent lorsque la municipalité développe son projet de transformation. La concrétisation du projet Berruyer sera l'occasion de mesurer le décalage entre la ville souhaitée et les projets effectivement réalisés. Je vais prolonger et approfondir certains aspects de ce travail au sein du groupe de recherche Ville en scène et méga événements culturels, articulé au programme national POPSU. Cette soutenance constitue ainsi la dernière étape avant d'entamer un travail de post-doctorant dans ces cadres. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute, votre attention et vos questions. Là, il faut que je passe dans... Excusez-moi, le temps de rallumer le micro. Merci beaucoup pour votre intervention très claire et très structurée. Je passe sans tarder la parole à Bruno Prott. Merci Madame la Présidente. Donc moi, avant de dérouler un petit peu mon accompagnement et en compagnie justement aussi de Dominique Dehaye, de 4 ans, à côté de Christina, j'aimerais un peu rapidement pointer sa formation et sa vie professionnelle assez foisonnante, en dehors du fait qu'elle est devant nous pour passer un doctorat. Donc en fait, elle est architecte DPLG, elle a été formée à Madrid, à l'Institut, à l'Université Polytechnique de Madrid pendant 7 ans, donc elle a un diplôme d'architecte et d'urbaniste. Et puis en 2019-2020, elle a passé un post-master international à l'école d'architecture de Paris-la Villette, qui s'intitulait Recherche en architecture. Au niveau de sa production architecturale, dès les années 2019-2021, elle a construit la caisse primaire d'assurance maladie à Metz. Projet donc achevé. En 2022, et c'est encore en cours, elle construit un immeuble de 22 logements à Ivry-sur-Seine, dans le 94, dans le Val-de-Marne. En 2024, elle est lauréate d'un concours pour la construction d'un hébergement dit insolite à Grand Couronne, donc toujours dans la métropole de Rouen-Normandie. C'est une construction, un émergement en biosourcé, en tout cas en bois et en paille. En 2024, toujours dans le programme du renouvellement urbain NPNRU à Sannois, elle est aussi lauréate. Elle a une mission d'accompagnement. Toujours 2024, où là, elle est encore en écriture de thèse. Elle gagne l'étude pour l'aménagement d'un site sportif du secteur île au sport dans la ville du Mans, métropole du Mans. Et en 2024 toujours, elle est lauréate du renouvellement du quartier de la Banque de France à Roubaix. C'est assez impressionnant, hein, moi je trouve. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi commissaire artistique, puisque depuis cette année, elle est lauréate du concours pour la rénovation des grues portuaires dans la presqu'île de Caen, donc tout récemment. Et 2022-2024, elle était commissaire artistique et directeur de la 2e édition de la forêt monumentale Métropole de Rouen, toujours en cours, je crois, qui s'achève au premier trimestre 2025. Donc déjà, je trouve ça très bluffant, mais je vais revenir à mon compagnonnage. En 2019, on se rencontre à Paris. Hein, c'est une rencontre un peu improbable, un peu sous la houlette du directeur de notre école. D'ailleurs, il faudra qu'un jour je lui demande pourquoi il m'a choisi moi pour suivre Christina. Je ne sais pas s'il pourra répondre, il saura répondre. Bon, il inventera sans doute quelque chose. En tout cas, le projet de Christina, au départ, est très très éloigné de mes terrains, de mes recherches, de mes problématiques. Les arcanes à la course de la capitale européenne de la culture, pour moi, c'est un terrain tout à fait en friche. Et donc, mais au fur et à mesure de nos conversations, de nos rencontres, plein de rendez-vous, toujours dans le même café du 13e arrondissement, on a discuté ensemble, Dominique, Christina et moi, d'un projet de thèse qui a pu se concrétiser de façon suffisamment solide pour pouvoir le présenter à la métropole. Donc en fin d'année 2020, je crois, ouais, et pour la seule et unique fois de ma vie,
je défends son projet devant un jury assez pléthorique de mes pairs à l'université de Mont-Saint-Aignan, chargé de classer pour la métropole et pour la région, puisque Christina a les doubles financements, les bourses finançables en période annoncée déjà de restrictions budgétaires soutenues, pour le dire gentiment. Donc je présente le projet de thèse de Christina, des questions, je réponds, faisabilité, pas faisable, facile, pas facile. L'attente est longue et finalement le financement est accordé. Dans la joie et de la bonne humeur sans doute, pour Christina en tout cas. Dès 2020, on met en place en fait avec Dominique un planning très régulier de rencontres, téléphoniques, en visio, en chair et en os, où à chaque fois je retrouvais une Christina stimulante par son énergie, son enthousiasme aussi permanent et sa persévérance en tout et pour tout. Architecte, urbaniste et commissaire d'exposition, elle a su s'adosser à la méthodologie classique des sciences sociales, dites qualitatives, tout en, évidemment, pouvant en tout cas aussi mobiliser facilement les outils de l'architecte. Elle a été confrontée à des situations et des conditions de recherche qui ne lui permettaient pas toujours d'avoir accès aux informations recherchées. Elle a pourtant conduit 57 entretiens, alors qu'elle n'avait jamais été formée avant en sciences sociales, dont finalement, je trouve, et je crois que d'autres personnes du jury vont le trouver aussi, elle n'a pas suffisamment été exploitée pour affirmer ou confirmer ses hypothèses. Bon, c'est un peu un regret pour moi, mais c'est vrai qu'elle s'est aussi attelée à des gens qui sont vraiment... qui ont l'habitude d'être interrogés. Il aurait peut-être fallu construire beaucoup plus solidement les grilles d'entretien avec certains d'entre eux. Et c'est sans doute pour ça que finalement, des entretiens n'ont pas pu être exploités. En tout cas, pas suffisamment. Donc elle a surmonté, pour moi, plusieurs obstacles vraiment difficiles. Elle a été non formée à l'exercice de la thèse. Elle s'est pliée à l'exercice de l'écriture longue, ce qui n'est pas toujours simple, écrire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour construire un projet de thèse cohérent. Elle a relevé le gant de la construction de l'entretien, même s'il y a des choses à dire. Elle n'a pas hésité aussi à visiter plusieurs facettes de l'observation, parfois participantes ou souvent en double écoute, mais en tout cas toujours cohérente. Pudique, elle adresse ses remerciements aux soignants de la PHP et pendant plusieurs semaines, hospitalisée, puis en convalescence accélérée, elle ne cessa de nous envoyer l'avancée de ses réflexions, avancée, doute, écriture, sans jamais perdre un moral d'acier. Sans nul doute, ces années de recherche infléchiront son rapport à ses projets professionnels. Comme elle le souligne en conclusion, elle se situe à la croisée de la démarche scientifique, de l'implication personnelle et du savoir professionnel appliqué en tant qu'architecte, urbaniste et commissaire d'exposition. Notamment peut-être dans son rapport à la standardisation des constructions collectives, attractives, homogènes, de normalité d'un récit territorial, se voulant singulier, mais qui associe artificiellement souvent art, culture et fabrique de la ville dite créative. Puis sa thèse l'invitait à conseiller les villes, métropoles ou régions afin d'infléchir les rigidités institutionnelles qui souvent les régissent. Je pense notamment au programme de ZAC, où on a beaucoup d'usages dédiés et de pratiques interdites qui sont reproduites dans les appels d'offres. En tout cas, hasard au nom du calendrier, il y a juste 1 an, le 12 décembre 2023, Bourges, son édile et son équipe célébraient leur succès. Merci pour ces 4 années, en tout cas, Christina. Je n'ai pas le micro. Je pense que peut-être on peut écouter tout de suite Dominique Day, puis si vous souhaitez ensuite réagir à leur de voix conjuguée. Merci Madame la Présidente. Bon, moi ça va être un peu du narratif, excuse-moi Christina. Bon, j'ai rencontré Christina à Logronio en 2019. Tu étais alors co-commissaire du Festival d'architecture et de design Concentrico. Une fabrique libre de l'école avait été invitée par la métropole à réaliser une installation grandeur nature dans l'espace public. Les projets des étudiants de la fabrique, encadrés par Luc Perrault, auquel je m'étais associé, nous a conduit à réaliser la Villa del Ebro dans le parc de la ville. Au cours du montage compliqué,
de cette structure, Christina nous a accompagnés avec attention et efficacité pour qu'existe un projet plutôt ambitieux au regard de nos moyens. Ça ne change pas beaucoup ce genre de choses. Et dans la même période, impliqué dans le collectif d'artistes dans le sens de Barge et sous l'égide de Normandie Impressionniste, nous présentions à l'Armada 2019 au niveau du bâtiment de la métropole Razzle Dazzle 4 de Jean-Baptiste Sauvage, un bateau de 24 mètres peint selon le motif disruptif imaginé par Ian Gordon en 1919. Déjà sur lesquels l'hypothèse d'une candidature de la métropole au label de capitale européenne de la culture traversait les esprits de nombre de nos interlocuteurs. L'expérience de la labellisation d'une ville capitale européenne de la culture m'était connue. Enseignant à l'ENSAPL de Lille, 2004 a mis en lumière la vitalité d'une métropole en mutation, très affectée par les désindustrialisations, mais qui avait entrepris sa mutation avec le programme Lille 2000, autour de l'interconnexion TGV Londres-Bruxelles, Amsterdam-Paris. Et je m'arrêterai là. Les effets sur l'aménagement urbain liés à l'événement restent mesurés, mais l'on se souvient surtout des microfolies, venant réactiver des bâtiments oubliés au service des quartiers éloignés du centre. Les événements artistiques et culturels prenaient généralement place dans des lieux industriels devenus vacants ou donnant place à des équipements culturels comme la Condition publique à Roubaix, où se déroulait au cours de l'été l'Assemblée annuelle des étudiants d'architecture européens, le HASA, organisée par une équipe d'étudiants de l'école d'architecture. Les mutations urbaines s'exprimaient alors par l'occupation déjà ancienne pour les artistes, mais aussi pour les nouvelles structures culturelles, de sites industriels délaissés. Le rapport L'Extrait était passé par là pour construire un cadre adapté à ces initiatives et un statut institutionnel et un cadre administratif. La culture est devenue alors le motif essentiel du nouveau millénaire pour toute ville européenne. A contrario au portrait de l'artiste en travailleur de Manger, pointait en 2003 l'évolution sociale du domaine de l'art et de la culture, où l'artiste, dans son instabilité, serait le pionnier du capitalisme et la culture au sens large, un segment de production de valeur dans des conditions sociales dégradées, équivalentes à l'industrie automobile. Pour s'en convaincre, il suffit de constater l'accroissement du nombre d'emplois dans la culture et ses industries. Le paradoxe, c'est qu'au moment où la culture devient l'argument magique de la ville en recréation, la culture se fragmente en une myriade de revendications culturelles. La culture a du mal avec les pluriels, ses impensés universalisants fragilisent son désir de constituer un nouveau type de lien social. Dans le même temps, je suis désolé de lire, parce qu'il fallait que je me concentre un peu. Dans le même temps, l'art s'évapore, ou à tout le moins l'artiste en prestataire de services culturels devient le maillon indispensable pour que les programmations affichent des contenus à valeur artistique. Ce changement opérationnel modifie la nature des productions artistiques et leur réception. L'art est indispensable pour porter la culture, mais il est subsidiaire dans la ville créative. Mais revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui. Tout s'enchaîne. Christina nous sollicite, Bruno et moi, pour co-diriger sa thèse en octobre 2019. Donc bien en amont de la décision. Au-delà de mon étonnement de retrouver Christina à l'école, le sujet de son projet de thèse ne manquait pas de susciter mon intérêt au regard de mes propos précédents. C'est-à-dire, je suis à l'opposé de Bruno de ce point de vue. On est plus sur mon terrain. Les recherches menées par Christina nous a conduit à étudier les mécanismes de constitution d'une candidature au label CEC, mais aussi à mesurer la complexité des enjeux de ce type de démarche. Par ailleurs, la candidature de Rouen 2028 intégrait le projet du collectif Dans le sens de Barge, projet toujours actif qui se donne pour objectif de réaliser un centre d'art et de résidence, art-sciences, itinérant et navigant sur la Seine, sur une embarcation propulsée par hydrogène. Je me trouvais donc partie prenante à plusieurs endroits des investigations de Christina. Je suis désolé. La mise à l'épreuve de mes engagements d'artiste dans le démontage du dispositif de candidature rendait explicite le combat à mener pour l'art. Pour ce travail de recherche,
Je te remercie, Christina, et te félicite pour ta ténacité et ta capacité à tenir tes objectifs malgré les difficultés rencontrées. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir en quelques mots peut-être ? Merci beaucoup.